Bonjour à tous. Nous allons avancer sur les éléments en rapport avec l'échantillonnage. Il y a, je pense, 2 semaines, vous étiez à l'UCAD 2 avec le docteur Thior et il est revenu sur ces éléments par rapport à l'échantillonnage. Il faut savoir que depuis que nous avons commencé l'enseignement, nous sommes dans un processus qui nous prépare à aller sur le terrain pour chercher des données qui vont nous permettre de rédiger notre mémoire. Des données qui seront en rapport avec la thématique traitée, des données qui seront de nature diverse et qui vont être utilisées pour préparer ce travail. Excusez-moi, est-ce que vous êtes de la classe? Vous êtes de la classe? Vous entrez à l'intérieur ou bien vous nous laissez travailler? Vous êtes de la classe? Vous descendez, vous prenez place en bas, il y a de la place. Descendez en bas, il y a de la place. Monsieur, descendez, il y a de la place devant. S'il vous plaît, faites de la place pour vos camarades. S'il reste des chaises à côté de vous, déplacez-vous et laissez les autres prendre place. Il y a une place par là, monsieur. Donc, ce que nous avons vu la dernière fois, c'est cette méthodologie qui va vous aider à identifier l'échantillon pertinent, l'échantillon que vous allez utiliser pour faire votre recherche. Pourquoi l'échantillon? L'échantillon est en rapport avec un nombre bien défini de personnes, de sujets, d'individus qui vont être représentatifs par rapport à une localité où vous allez faire votre travail. Par exemple, lorsque vous allez faire une étude dans une communauté, que ce soit dans un département ou bien dans une commune, il est important, si vous allez faire une recherche auprès des populations, d'avoir un groupe qui va vous servir d'interlocuteur. Par exemple, si nous avons une commune avec 2 millions d'habitants, on ne peut pas faire les 2 millions d'habitants. Ni le temps ne va pas nous permettre de réaliser l'enquête, ni les moyens ne vont pas suivre. Donc, il nous faut avoir des techniques pour pouvoir enquêter les 2 millions d'habitants. Donc, c'est l'échantillonnage qui va nous permettre d'avoir ces 2 millions d'habitants. Pourquoi je dis 2 millions d'habitants alors que nous n'allons pas enquêter 2 millions d'habitants? Parce que l'échantillon que nous allons prendre va être représentatif par rapport aux 2 millions d'habitants. Dans les 2 millions, peut-être on va se retrouver avec peut-être 300 ou avec 500, suivant les méthodes que vous avez utilisées. Très souvent, il y a en statistique des normes qui permettent d'avoir des résultats qui peuvent être généralisés. Et dans les études en statistique, on vous demande de considérer les 95% et les 5% en termes d'intervalle, mais aussi en termes de niveau d'erreur.
Donc, ces aspects, ce n'est pas seulement faire un choix de calcul et prendre l'échantillon, mais c'est pour, à la fin, qu'on puisse dire, dans telle localité, X habitants ont une perception du changement climatique qui va dans ce sens. C'est ça l'intérêt de l'échantillon. Donc les méthodes que nous utilisons pour calculer, elles sont plusieurs, mais c'est à vous de faire un choix. Ce qui est important, ce n'est pas la méthode, mais ce qui est important, c'est d'avoir un groupe représentatif par rapport au territoire que vous allez administrer votre questionnaire ou bien votre outil de manière générale. Si nous allons faire un choix par rapport à la population, on va faire aussi un choix par rapport au territoire. Par exemple, nous sommes dans une commune. La commune est divisée en 15 quartiers. Si nous n'avons pas les moyens de faire les 15 quartiers, on va faire aussi un échantillon par rapport au territoire. Ici, l'idée, c'est de regrouper les territoires qui ont les mêmes caractéristiques, que ce soit du point de vue environnement, socio-économie, démographie, entre autres. Donc, ce sont ces éléments qui vont vous permettre de regrouper, par exemple, 3 quartiers dans les 15. Parce que ces 3 quartiers ont les mêmes caractéristiques. Par exemple, si nous allons dans le Ferlo, vous allez voir des villages et des hameaux. Et très souvent, les hameaux sont en relation avec un village originel. On peut se dire que c'est la même communauté qui s'est déplacée vers l'hameau. Donc lorsque nous allons considérer ces localités, au lieu de diviser par 2, avoir 2 sites d'enquête, on va prendre les deux, l'ensemble, regrouper dans un groupe et faire l'enquête dedans. On était au départ dans 15 quartiers, on peut se retrouver à la fin avec 7 entités. 7 entités qui vont regrouper des quartiers de même caractéristiques sur lesquels nous allons distribuer la population ou bien l'échantillon que nous avons défini. Il est revenu aussi sur les questions dans le choix de ces méthodes, de tout ce qui est probabiliste et non probabiliste. Et dans ce champ, il est important de considérer les méthodes probabilistes. Parce que dans ces méthodes, on va avoir une diversité des réponses. Pourquoi? Par exemple, si notre population d'études était se ranger, on ne va pas prendre l'ensemble des tables pour faire l'étude. On ne va pas prendre aussi, au niveau des tables, chaque étudiant pour faire l'étude. Mais on va lancer une méthode aléatoire qui va tomber sur ces populations. Peut-être ici, on va se retrouver avec 2, mais on ne sait pas les 2. C'est la méthode aléatoire qui va nous dire c'est X et c'est Y, et ce sont ces 2 que nous allons utiliser dans notre échantillon pour faire l'administration de notre outil. Si vous suivez bien, nous avons dépassé le questionnement. Nous avons dépassé la réalisation de l'outil. Maintenant, l'outil là, c'est destiné à qui? Ce qui, il faut qu'on puisse quantifier ce qui. Si ce sont les chefs de ménage, si ce sont les mères de famille, si ce sont les agriculteurs, si ce sont des pêcheurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est là-bas où nous allons utiliser cette méthodologie pour identifier notre base de travail qui va nous servir dans cet exercice. Il faut aussi reconnaître au-delà de tout ce qui est méthode aléatoire, il y a
des études qui sont ciblées. Des études où on ne peut pas venir dire on va jeter ici la méthode aléatoire et sélectionner un nombre d'étudiants et faire le travail. Non, non. On va mettre à l'intérieur d'autres techniques qui vont nous permettre d'avoir des résultats qui vont assurer les évidences scientifiques sur lesquelles nous voulons nous baser dans le cadre de notre travail. Il faut savoir, comme je l'ai dit le premier jour, le mémoire que vous allez faire, c'est au-delà du CV que vous allez avoir, mais c'est une contribution à la science et une contribution au social. Vous allez apporter de nouvelles connaissances et vous allez apporter des informations par rapport à une problématique qu'une collectivité va prendre pour régler ce problème. Et pour arriver à cela, il nous faut développer des méthodologies qui sont robustes. Des méthodologies où nous n'allons pas avoir des failles. Parce que lorsque vous allez créer ou bien utiliser une méthode qui ne permet pas d'avoir des éléments d'évidence en termes de représentativité spatiale et démographique, les résultats que vous allez produire ne pourront pas être généralisés par rapport à la commune. Et dans les soutenances, c'est l'une des remarques qui revient très souvent. Est-ce que vous avez considéré le territoire pour faire votre étude? C'est-à-dire, est-ce que vous avez bien maîtrisé l'échantillon du territoire? Est-ce que dans votre étude, vous vous êtes concentré sur la partie ouest de la commune et dire à la fin que 80% des populations de la commune de Guinaw Rail pensent que le changement climatique est lié à l'action de l'homme, alors que vous avez utilisé qu'une seule partie de la commune. Ça, c'est erroné. Et c'est ce qui a évité dans le cadre de nos travaux. Dans le choix de ces méthodes d'échantillonnage, il y a l'échantillonnage systématique qui peut nous permettre d'arriver à avoir une sorte de représentativité au niveau de la communauté. Au lieu de venir rechercher dans la commune ou bien dans le quartier 50 maisons et entrer dans un lot, faire 50 maisons, non. Nous voulons avoir une information, une donnée qui va représenter le quartier. Et la donnée qui va représenter le quartier doit être en relation avec l'ensemble des concessions qui sont dans ce quartier. Doit être en relation avec l'ensemble des ménages qui sont dans ce quartier. Pour ce faire, il nous faut avoir un pas de sondage ou bien un pas d'enquête. Et la méthode la méthode systématique nous permet de calculer ce pas. Et ce pas va être reflété sur le terrain. Supposons que dans notre quartier, nous avons les 400 concessions et nous, l'échantillon que nous avons, c'est 100 concessions. Il nous faut trouver ce cas-là. Le cas, c'est le rapport tout simplement de la base de sondage par rapport à votre échantillon. Et c'est ce que vous allez avoir, que vous allez utiliser sur le terrain. Je débute ici, par exemple. Lorsque je termine, je vais compter 4 et j'entre dans l'autre concession pour dérouler le formulaire ou bien le questionnaire. À la fin, je continue avec le même procédé. Ça nous permet d'avoir une différence par rapport à l'information. Supposons par exemple que nous sommes ici
au niveau de la décharge de Mbobos. Et ça, c'est un quartier mitoyen par rapport à la décharge. On cherche les influences de la décharge par rapport aux habitations. Ce que nous allons avoir ici va être différent suivant que nous allons adopter notre méthode. Les risques que nous allons sentir ici vont être moins lorsque nous sommes en haut de l'amphi. Donc, pour les études que vous allez mener, il est important de revenir sur ces aspects parce que ça va nous permettre d'avoir une idée claire. Quelles sont les zones d'influence des incidences de la décharge, ce qui pourrait permettre à la collectivité d'aménager une zone tampon pour éviter l'occupation. Si on se rend compte à la fin de notre travail que c'est à partir d'ici que les influences sont notées pour éviter de dépenser par la commune, je veux dire, pour éviter de dépenser dans le sanitaire, je vais tout simplement demander à cette partie d'aller chercher un autre endroit pour habitation. Donc, l'échantillonnage nous permet d'avoir ces éléments pour qu'on puisse, à la fin, mesurer le risque, le degré de risque par rapport à une situation qui est étudiée. Au-delà de l'aspect systématique, nous pouvons avoir aussi l'échantillon par strate. Je l'ai souligné tout à l'heure dans l'explication. Lorsqu'on fait une recherche dans les zones humides, par exemple, nous allons voir plusieurs acteurs. Et suivant ces acteurs, très souvent, nous n'allons pas avoir les mêmes nombres. Et nous ne pouvons pas considérer ces nombres dans notre travail. Par exemple, nous sommes dans la zone humide du Technopole, où nous allons avoir comme activité la pêche, l'agriculture, la collecte d'eau, la collecte d'herbes ou de fourrage, ainsi de suite. Dans notre zone humide, nous avons ces acteurs. Pourquoi nous sommes ici? Nous voulons étudier l'influence socio-économique de la zone humide du Technopole dans la vie des communautés de la banlieue. C'est ça que nous voulons savoir. Pour ce faire, il nous faut rencontrer ces acteurs. Parce que moi, je ne travaille pas dans la zone humide. Je ne connais pas les biens et services de la zone humide. Mais c'est eux qui sont dedans. Je dois les rencontrer et discuter avec eux. Discuter avec eux pour avoir une idée par rapport à l'activité menée dans la zone. Qu'est-ce que l'activité rapporte en termes de quantité, en termes financiers? Qu'est-ce qui est fourni pour avoir ces gains financiers? Ce qui est gagné, ça va servir à quoi? Est-ce qu'au-delà de ces gains financiers, il n'y a pas d'autres services que la zone humide procure aux populations de ces quartiers? Et il va vous donner des éléments de réponse.
Et ce sont ces éléments de réponse que vous allez considérer pour l'ensemble des acteurs. Supposons que nous avons vu dans les statistiques, dans un rapport de la NSD, que dans la zone du technopole, nous avons 350 pêcheurs. Nous avons 217 agriculteurs. Nous avons 71 collecteurs d'eau et nous avons 40 collecteurs de fourrage. Si on fait le total, peut-être nous n'allons pas avoir les moyens pour faire l'enquête par rapport à ces effectifs. Mais nous allons considérer l'analyse par strate dans les pêcheurs, combien nous allons prendre pour avoir une idée de l'activité. Dans les agriculteurs, combien nous allons prendre pour avoir une idée de l'activité. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et nous allons avoir l'échantillon représentatif par rapport à la zone, mais aussi par rapport aux acteurs rencontrés dedans. Nous allons dérouler notre formulaire, discuter avec eux et recueillir les données nécessaires pour notre travail. Pour ce cas, nous allons avoir les strates qui sont là. Ici, peut-être, ce sont les pêcheurs, ou bien ici, les pêcheurs ici. Nous avons ici les agriculteurs, nous avons ici les collecteurs de fourrage. Et lorsque vous regardez ici, vous allez voir, c'est une utilisation d'une des méthodes d'échantillonnage probabiliste aléatoire qui va nous aider à avoir l'effectif par rapport aux pêcheurs, agriculteurs, ainsi de suite. Et c'est sur la base de ces strates que nous allons analyser la situation. Maintenant, analysé par strate, il y a dans le travail une situation globale et une situation spécifique. La situation globale, c'est avec l'ensemble des acteurs. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la zone humide, par rapport à l'ensemble des acteurs. Mais spécifique pour les agriculteurs ou bien pour les pêcheurs, qu'est-ce qui se passe dans la zone. Et vous allez avoir des éléments de réponse. Des éléments de réponse qui vont vous permettre d'avoir les perceptions de la zone humide en termes de biens et services écosystémiques. Pour revenir tout simplement, que le choix de ces méthodes n'est pas un choix fortuit, c'est un choix qui est réfléchi afin d'arriver à présenter des résultats reconnus. L'échantillonnage par quota aussi revient dans ce carcan, va nous aider et à avoir aussi cette forme de sélection orientée par rapport à des acteurs. Très souvent, nous en géographie, nous sommes avec l'échantillonnage aléatoire. Nous n'allons pas utiliser très souvent ces méthodologies, mais nous pouvons les utiliser dans la description des zones, des localités considérées pour avoir la population nécessaire à enquêter. Lorsque nous avons déterminé ces populations sur lesquelles nous devons soutirer des informations qui vont nous servir de données par rapport à notre travail, nous allons maintenant commencer à réfléchir sur les possibilités d'orientation de l'analyse. Par rapport à ces outils, comme nous l'avons dit dans les outils de collecte, aujourd'hui nous avons des outils de collecte qui sont numériques. Aujourd'hui aussi nous avons la possibilité d'avoir des calculateurs d'échantillons qui sont en ligne.
vous pouvez aller en ligne par le biais de ces outils, calculer un échantillon qui est représentatif par rapport à votre zone d'étude. Quelqu'un qui fait une étude sur l'accès à la planification familiale, par exemple. Donc, cette personne a une cible en termes de choix de population. Et si elle a le nombre total par rapport à son travail, il suffit de rentrer l'information ici et de faire un choix par rapport au niveau de confiance et marge d'erreur. Et tout à l'heure, je vous ai dit en termes de statistiques, ce qui est conseillé, c'est de prendre en termes d'erreur 5% pour minimiser les biais et de prendre 95% pour la confiance. Ça va vous aider à avoir des résultats qui sont robustes, des résultats qui sont intéressants en termes de représentation statistique. Donc, l'exemple ici est donné. On a mis tout simplement 718 ménages. Nous avons voulu avoir un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur de 5%. Et regardez, au lieu d'avoir 718, nous sommes tombés à 251. Si ce sont des ménages, c'est le même procédé. Si ce sont des concessions, c'est le même procédé. Si ce sont des jeunes filles en âge de procréer, ce sont les mêmes procédés à adopter. Et vous allez avoir une représentation de ces populations qui vont vous aider à avoir une idée claire sur les techniques d'analyse spatiale ou bien statistique à faire après. Lorsque nous avons ces éléments, nous devons aussi, avant d'aller sur le terrain, réfléchir de la manière dont nous allons traiter les données. Ce n'est pas, je vais aller d'abord sur le terrain, revenir pour trouver une méthodologie ou bien une orientation en termes d'analyse. Non, non. Lorsque vous allez commencer votre protocole de recherche, vous allez commencer à réfléchir sur le comment vous allez analyser les données que vous avez collectées. Les données. Comment vous allez les analyser? Et pour les analyser, il faut revenir à la base, au point de départ. Et le point de départ est en relation avec les questions de recherche. Ça revient encore. Ça revient lorsqu'on veut formuler notre sujet. Ça revient lorsqu'on veut faire choix d'outils. Ça revient lorsqu'on veut faire l'échantillon. Ça revient lorsqu'on veut orienter les analyses et traitements de nos données. Pour vous dire tout simplement, le questionnement en science ne s'arrête pas. Même à la veille de votre soutenance, vous allez vous poser des questions. Est-ce que tel résultat, la manière dont je l'ai analysé, est-ce que, et vous allez vous rendre compte lors de la soutenance, vous allez présenter et le jury va apporter ses inputs par rapport à votre travail. Et dedans, ils vont vous dire, par exemple, telle donnée, si vous avez opté pour telle représentation, ça allait faire ressortir l'idée que vous voulez développer dans votre travail. La manière dont vous l'avez présenté ou bien traité, ça réduit la capacité de la donnée pour refléter l'idée que vous développez dans votre travail. Pour vous dire tout simplement, les questions vont revenir et les questions vont vous permettre d'avoir une idée claire sur les types de représentation, les types
oui, de représentation à faire avec vos données. C'est en rapport aussi avec les sources et les types de données qui ont été recueillies. Il y a des données que vous allez recueillir qui ne vont pas être analysées statistiquement. C'est par le biais de la cartographie que vous allez analyser ou traiter ces données. Alors que vous avez collecté ces données auprès des pêcheurs, auprès des agriculteurs, entre autres. Mais c'est par la cartographie que vous allez analyser ces données. Vous allez aussi mettre en contribution les instruments de mesure utilisés. Les instruments que vous allez utiliser vont vous orienter vers des types de représentation. Quelqu'un qui travaille sur la qualité de l'eau, il va utiliser pH mètre, multiparamètres. Il va utiliser d'autres types d'instruments. Et par rapport à ces types d'instruments, il y a des méthodes de traitement ou bien d'analyse des données qui sont reconnues. Pour dire tout simplement, par rapport à ces traitements que nous allons adopter dans le cadre de notre travail, ça va nous aider à décrire ou expliquer le phénomène. Comment le phénomène a évolué. Comment le phénomène se présente. N'oubliez pas, on travaille sur les inondations. On travaille sur la problématique de la production agricole. On travaille sur la décharge de Gobes. Donc, ce sont ces types d'analyses qui vont nous orienter pour avoir une idée claire sur les analyses. Ça va nous permettre aussi d'avoir le choix des techniques qui vont être utilisées pour avoir des réponses par rapport aux questions de départ. Donc c'est important de se poser ces questions. Parce que lorsqu'on se pose ces questions, on revient à la nature même de la donnée que nous avons collectée. Et la nature de la donnée va nous orienter forcément vers des types d'analyse. Il y a un certain nombre de questions qui peuvent aussi surgir, qui vont être en relation avec la nature, que ce soit données primaires et données secondaires, qui vont être en relation avec les variables et l'échelle de collecte, qui vont être en rapport avec les variables que nous pouvons associer ensemble pour avoir des corrélations, par exemple. Est-ce qu'il y a une relation entre l'évolution des précipitations et les cas de paludisme, par exemple? Et aussi décrire les distributions et avoir les relations entre variables au niveau de l'espace. Est-ce que la relation entre les pluies et le paludisme sont plus soutenues à Guédiawaye ou bien à Pékin? Et il y a des éléments de réponse qui vont surgir parce que vous avez développé dans votre analyse un certain nombre de paramètres avant d'arriver ici. Et c'est ce qui va vous permettre d'arriver à développer votre travail. L'échelle de mesure, elle est importante. Pourquoi elle est importante? Parce que, nous l'avons dit, je pense, un jour, une situation que nous lisons à l'échelle de la région n'est pas pareille à l'échelle des départements, à l'échelle des communes, ni à l'échelle des quartiers. L'échelle, c'est la base des analyses en géographie. On fait des jeux d'échelle.
Si nous prenons, par exemple, la situation du paludisme au niveau national. Les régions les plus exposées au paludisme. Est-ce que vous connaissez les régions qui sont exposées au paludisme maintenant au Sénégal? Monsieur derrière? Kédougou. Effectivement. Ce sont les régions du sud qui sont les régions les plus exposées en ce moment par rapport au paludisme. Est-ce que Dakar est exposé? Je dis les régions. Est-ce que Dakar est exposé? Dakar n'est pas exposé. Lorsque vous faites l'analyse par échelle, l'échelle régionale nous donne ces résultats. Kédougou est exposé, Dakar n'est pas exposé. Mais on se pose des questions, parce que parmi nous, peut-être il y a 2 semaines ou 3 semaines, quelqu'un avait paludisme. Ou bien vous connaissez quelqu'un qui avait paludisme, alors qu'on dit que Dakar n'est pas exposé. Pour dire tout simplement, l'échelle globale cache des réalités que nous n'allons pas voir lorsque nous restons à cette échelle. C'est pour cela que le géographe va analyser en suivant plusieurs échelles. La région, le département, les collectivités, les quartiers, les ménages. On peut se retrouver dans un quartier qui est vert par rapport aux résultats que nous avons. Mais lorsqu'on analyse les ménages, on va trouver des ménages qui sont rouges, des ménages qui sont exposés. Donc, dans la collecte des données que vous allez faire aussi, il faudra considérer l'échelle de la problématique que vous êtes en train d'étudier. Ce n'est pas seulement par rapport à la zone, mais essayer d'avoir une idée assez globale. Parce que le problème peut quitter une localité et affecter la localité dans laquelle vous allez faire votre travail. Alors que les facteurs qui sont responsables de la problématique ne se trouvent pas ici, dans la localité. Donc c'est l'échelle qui va vous permettre d'avoir une vue globale de la problématique et avoir une idée des sources. Les contaminants peuvent quitter d'autres localités et affecter notre zone. Si nous prenons par exemple les inondations, il y a des quartiers qui sont en zone élevée et il y a des quartiers qui sont en zone basse. Très souvent, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les quartiers situés en zone basse qui sont affectés par les inondations. Mais lorsque vous faites votre étude dans une commune localisée, par exemple, quelqu'un qui fait son mémoire sur les inondations au plateau, mais il va avoir des soucis. Parce que le plateau est en zone élevée et en termes d'aménagement, les inondations n'affectent pas le plateau. Les questions que vous avez préparées, vous risquez de ne pas avoir des éléments pour faire votre travail. Mais lorsque vous allez englober le plateau par rapport au département de Dakar, vous allez avoir des aspects qui peuvent influencer le plateau. Nous avons pris tout à l'heure l'exemple de Mbobos. Qu'est-ce que nous avons en Mbobos? Des déchets. Effectivement, c'est une décharge. Il y a des déchets en Mbobos. Est-ce que ce sont les populations autour de la décharge qui sont affectées
par les incidences? C'est une question. Est-ce que ce sont les populations autour de la décharge qui sont affectées? Oui. Vous dites oui. Est-ce que ce sont les populations qui habitent autour de Mbobes qui sont affectées par les incidences de la décharge? Oui. Ce sont les populations qui sont tout autour. Les populations qui sont tout autour sont des populations qui sont de Yeumbeul, qui sont de Malika, qui sont de Keur Massar, qui sont de Sangalkam. Vous ne pensez pas que les populations de Pikine, de Guédiawaye peuvent être affectées par la décharge de Mbobes? Vous ne pensez pas? Qui dit si? Pourquoi, monsieur? C'est logiquement quoi? C'est quoi logiquement? Nous avons la décharge qui est dans un territoire. Et dans ce territoire, nous avons des entités d'habitation. Et dans ces entités d'habitation, nous cherchons à savoir, est-ce que c'est l'ensemble des entités qui vont être affectées par la décharge? Ou c'est un certain nombre d'entités? Selon vous, quelles sont les entités qui vont être affectées? Ceux qui sont près de la décharge. D, F, E, C. Merci beaucoup. Donc, ce sont les quartiers qui sont à côté de la décharge qui vont être affectés par les incidences de la décharge. Lorsque vous allez préparer votre échantillon, vous devez aller dans ces quartiers-là pour avoir une idée de la problématique de la décharge. Mais dans la problématique de la décharge, ce n'est pas seulement en relation avec ce qui est nuisible, ce qui dérange, c'est-à-dire les odeurs et autres. Il faut savoir qu'au niveau des décharges, il y a des émanations, il y a des gaz. Il faut savoir qu'au niveau des décharges, il y a de la poussière. Il faut savoir qu'au niveau des décharges, il y a des infiltrations. Lorsqu'on parle poussière, lorsqu'on parle d'infiltration, on fait allusion à quoi? Transport. Qu'est-ce qui transporte la poussière? Le vent.
Qu'est-ce qui transporte les infiltrations? L'eau. Pour vous dire tout simplement, les populations ou bien les entités A et B peuvent être affectées par la décharge. Lorsque vous allez faire votre choix de représentation ou bien d'analyse, vous ne pouvez pas considérer seulement ceux qui sont en contact avec la décharge. Parce que suivant l'année, il y a une orientation de la circulation atmosphérique. Et cette circulation peut faire que les poussières provenant de la décharge vont se diriger vers A et B. Au niveau de A et B, il y a peut-être des zones de maraîchage. Il y a peut-être des quartiers où on n'a pas SDE, CNO. Les gens vont utiliser l'eau de la nappe pour faire lessive, pour toilette, pour autre chose. Et les infiltrations par rapport à la nappe, comme ils l'ont souligné, c'est l'eau qui va véhiculer ces substances qui vont polluer l'eau. Et au niveau de A et B, on va utiliser l'eau pour arroser les légumes. On va utiliser l'eau pour prendre toilette, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on va faire l'analyse, il est important d'avoir une lecture globale et d'avoir cette lecture qui va descendre au niveau des entités plus soutenues en termes d'impact et autres. Donc c'est ça que l'analyse par échelle va aider le géographe pour pouvoir identifier les inégalités par rapport à un risque ou bien par rapport à l'accès à une ressource. Donc c'est important de considérer cette analyse. Lorsqu'on arrive dans l'analyse par échelle, maintenant nous allons avoir l'orientation des données que nous avons collectées. Il y a des données de nature qui vont être nominales et d'autres ordinales. Donc en termes de représentation, il faudra veiller à la nature des données. Il y a des données en termes de représentation, c'est pour ordonner tout simplement. On ne peut que les ordonner. On ne peut pas faire d'autres types d'analyse avec ces données. Il nous faut identifier ces données dans notre base de données. Il nous faut aussi identifier les données en relation avec tout ce qui est nominal, qui va nous aider à orienter par rapport à des classes de personnes, par exemple. On peut regrouper les personnes âgées, on peut regrouper les femmes en âge de procréer, ainsi de suite, ainsi de suite. Il est important de pouvoir identifier par rapport aux données que vous avez collectées leur nature pour l'analyse par échelle. Il y a aussi l'échelle d'intervalle et l'échelle rapport par rapport aux données que vous allez utiliser ou bien que vous allez collecter. Il y a des rapports que vous pouvez faire avec ces données, c'est-à-dire croiser des données pour avoir d'autres types de résultats ou bien de données qui vont vous servir à développer une information. Les données par intervalle, donc, c'est des données qui vont nous aider dans le choix des méthodes statistiques d'avoir une analyse par des tests qui sont assez poussés pour mettre en évidence certaines caractéristiques des communautés. Si nous mettons en rapport l'échelle, la nature des données collectées, il y a des types d'analyses que nous pouvons utiliser. Je pense au deuxième cours ou bien au premier cours, je vous ai demandé si vous pouvez vous perfectionner en statistique, c'est le moment de le faire parce que vous allez avoir besoin de la statistique pour le reste de vos travaux. Je vous ai demandé aussi si vous pouvez perfectionner en cartographie, de le faire. Vous allez avoir besoin de la cartographie.
En statistique, nous pensons très souvent calculer la moyenne et analyser la moyenne, c'est fini, on a un résultat. C'est vrai, on a un résultat. Mais il y a des tests statistiques qui nous permettent d'avoir des résultats plus poussés. Par exemple, il y a des tests de corrélation qui peuvent nous permettre de mettre en évidence par rapport à la décharge de Mbobos quels sont les facteurs d'exposition. Et lorsqu'on dit facteurs d'exposition, on va considérer l'ensemble des facteurs d'abord, et parmi ces facteurs, les facteurs déterminants. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons faire des actions, on ne va pas agir sur l'ensemble des facteurs. On n'a pas les moyens. On va identifier parmi ces facteurs les facteurs déterminants. Et ces facteurs déterminants vont être utilisés pour développer une politique pour la prise en charge. Et ce sont des tests statistiques. Et parmi ces tests, vous allez avoir les tests de corrélation, par exemple de Pearson. Ces tests vont vous permettre d'identifier parmi le lot de facteurs quels sont les facteurs déterminants par rapport à ce que vous étudiez. Et les résultats vont permettre tout simplement à la collectivité de prendre des mesures, ou bien au directeur de son AGEP de prendre des mesures par rapport à Mbobos, dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les habitants qui sont à côté de la décharge, mais en termes d'action au niveau de la décharge pour éviter de la poussière, pour éviter aussi les infiltrations de polluants au niveau de la nappe. Donc, il y a plusieurs tests qui peuvent être utilisés selon la nature des données que vous allez collecter dans le cadre de vos terrains. Et ces tests statistiques, leurs importances, les résultats, nous pouvons les spatialiser. Le fait de les spatialiser nous permet encore de pousser la réflexion. Nous avons identifié les facteurs déterminants par rapport à l'exposition aux émanations de la décharge. Mais nous n'avons pas une idée spatiale de ces facteurs. Par exemple, quels sont les territoires où ces facteurs sont dominants. Donc, c'est dans l'analyse spatiale que vous allez mettre en évidence ces territoires. Et c'est sur ces territoires aussi que nous allons faire des interventions. Parce que l'idée de notre travail, ce n'est pas seulement trouver des résultats, mais c'est de trouver les facteurs et de trouver les territoires sur lesquels nous allons intervenir. Très souvent, c'est difficile pour certains, mais pour le géographe, c'est ça qui fait la différence par rapport aux autres disciplines. Le médecin peut trouver des cas de maladies provenant de la banlieue, mais le géographe va dire que ces maladies proviennent de tel quartier et tel autre quartier. Ce qui va permettre tout simplement, s'il y a des interventions, d'aller directement au niveau de ces quartiers pour faire le nécessaire. Le choix des 5% par rapport à la marge d'erreur, je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque nous faisons des études, nous avons besoin d'avoir des résultats qui peuvent être généralisés par rapport à un territoire. Parce que l'idée, c'est à la fin qu'on puisse utiliser ces résultats pour faire des actions. Donc si on arrive à ne pas avoir une marge d'erreur qui va nous permettre d'avoir des résultats robustes, on risquerait d'avoir
des soucis dans la représentation spatiale de nos résultats. Donc, le fait de prendre 5%, c'est de minimiser les erreurs en termes de réponse que les populations vont donner. Réduire le nombre de biais que nous pouvons aussi avoir dans les données que nous allons collecter. Donc, 5%, 95%, c'est ce qui est conseillé en statistique pour avoir des données, ou bien, oui, des données sur lesquelles vous pouvez faire des traitements très poussés. Donc, c'est important de revenir par rapport à ces types de représentation. Lorsque nous avons défini ces éléments, nous allons sur le terrain. Nous avons collecté maintenant l'ensemble des données nécessaires pour notre travail. L'ensemble des données, nous les avons. Et lorsque nous avons ces données, il y a un travail à faire. Ce travail est en relation avec ces 4 points. Ces 4 points vont nous permettre d'avoir des données qui vont nous aider à avoir clair sur ce que nous voulons faire. Pourquoi? Nous revenons du terrain. Nous avons une base de données. Et dans la base de données, il se peut qu'on retrouve des erreurs. Il nous faut gérer ces erreurs. Donc, c'est pour cela qu'on doit nettoyer la base. Il nous faut aussi voir les types de traitements et analyses pertinents par rapport aux données que nous avons collectées. Nous devons voir par rapport aux données qu'est-ce que nous allons orienter pour l'analyse statistique. Par rapport à ces données, qu'est-ce que nous allons orienter pour l'analyse cartographique. Et nous allons aussi identifier les produits. Les produits que nous allons utiliser pour faire l'illustration de nos résultats. Et par rapport à ces produits et les données que nous avons, nous pouvons avoir des graphiques, nous pouvons avoir des tableaux, nous pouvons avoir aussi des cartes. Et dans ce choix, il est important de mettre en relation la thématique développée au point où vous devez mettre une carte, ou bien un graphique, ou bien un tableau. Les bases de données que vous allez recevoir vont être de cette nature. Et ces bases doivent être regroupées. Pourquoi regrouper? Par exemple, si on a une question avec un choix qui est multiple, nous allons avoir plusieurs colonnes. Et le fait d'avoir plusieurs colonnes, on ne peut pas traiter la question de départ. Il nous faut regrouper les 3 colonnes en une seule colonne. Ce qui va nous permettre d'avoir une base de données sur laquelle nous allons pouvoir faire un travail de statistique ou bien de cartographie. Dans les cellules que vous allez avoir, par exemple dans une cellule où la réponse est oui, et dans une autre cellule où la réponse est non. Par exemple, on écrit le oui sans le i. Regarde, on écrit le oui sans le i. Au lieu de considérer 2 réponses, la machine va considérer 3 réponses. Parce que vous avez 3 types d'écriture à l'intérieur. Et le fait d'avoir 3 types d'écriture va vous causer des soucis dans les résultats que vous allez présenter. Donc c'est important d'arriver à nettoyer les données de votre base pour faire le travail nécessaire. Par rapport aussi à ce stade pour nettoyer, les erreurs vont être aussi par rapport aux réponses qui n'ont pas été apportées. Par exemple,
par mégarde, il y a une question où la réponse est autre. Et dans autre, normalement, on doit demander à notre interlocuteur qu'est-ce que vous mettez dans autre. Si vous ne mettez pas rien, vous allez avoir des soucis dans l'analyse. Parce que certains vont donner des éléments de réponse et il y aura une personne qui va donner une réponse. Et la réponse c'est autre. Mais autre, c'est une donnée. Mais c'est une donnée à qualifier. Et la qualification est en rapport avec ce que la personne va développer dans ce point, ou bien sur ce point. Le nettoyage de la base est en relation avec l'identification des données essentielles pour faire le travail. Oui, l'ensemble des questions que vous allez poser, il y aura beaucoup de questions que vous n'allez pas considérer dans l'analyse. Il y a beaucoup de questions que vous n'allez pas considérer dans l'analyse. Par rapport au point que vous allez développer dans votre mémoire, un certain nombre de questions ne seront pas analysées. Donc, il nous faut faire un choix par rapport à ces données. Il nous faut aussi trier, structurer les données présentes pour chaque colonne. Chaque colonne, on doit s'assurer d'avoir ces éléments. Ces éléments qui vont nous permettre d'avoir une base qu'on peut utiliser selon la méthode de traitement que nous allons adopter, mais aussi par rapport au logiciel que nous allons utiliser. Parce qu'il y a des logiciels, avant de faire rentrer une base de données à l'intérieur, il y a un certain nombre de tâches à réaliser. Que ce soit R, que ce soit Stata, que ce soit Sphinx, il y a des préalables par rapport à votre base de données. Sinon, vous n'allez pas avoir des résultats. Vous allez avoir des éléments de réponse, mais vous n'allez pas avoir des résultats. Donc, il est important de bien veiller au tri des données. Éliminer les doublons, mais aussi résoudre les variables qui sont vides. Les variables qui sont vides, il faudra revenir sur ces variables. Et sur ces variables, vous allez avoir des éléments qui vont vous aider à avoir une analyse qui va refléter la situation étudiée. Quels sont les éléments à prendre en compte pour analyser les résultats obtenus à partir de l'échantillon par quota d'un secteur donné? Les éléments à considérer ici sont en rapport avec, par exemple, si nous faisons une étude dans une commune, nous savons au départ, lorsque nous avons calculé l'échantillon aléatoire, nous sommes tombés sur 350 ménages par exemple. Lorsqu'on tombe sur 350 ménages, on doit enquêter 350 ménages. Maintenant, dans la commune, nous avons 25 quartiers. Les 25 quartiers, on n'a pas à l'intérieur 100 habitants. Il y a une diversité dans la composition de ces quartiers. Donc dans nos 350, il nous faut avoir un nombre qui va refléter la situation de chaque quartier. Un quartier qui se retrouve avec 175 habitants,
un autre avec 78 habitants ne vont pas avoir les mêmes parts en termes de ménages à enquêter. Donc le quota aussi nous aide à arriver dans le choix aussi des quartiers par rapport à la population à enquêter. Pourquoi utilise-t-on la méthode active de recherche participative? Vous savez, dans le monde de la recherche, au niveau des communautés, on s'est rendu compte qu'il y a des possibilités d'avoir des éléments de réponse qui peuvent aider les communautés, disons, qui peuvent aider les chercheurs à avoir des résultats qui vont refléter une réalité du terrain. Dans les méthodes actives, on a aussi tout ce qui est la participation des populations dans le travail. Par exemple, ici on ne l'a pas dit, mais on peut faire un focus group. Un focus group va faire interagir plusieurs personnes ou bien plusieurs acteurs par rapport à la problématique que nous étudions. Ça va être une activité qui va être dynamique où les communautés vont apporter directement dans la séance leur perception par rapport à l'étude qui est menée. Donc de plus en plus, dans le monde de la recherche sociale, les méthodes actives sont utilisées parce que ça fait contribuer à la science et ça fait participer les populations dans cette recherche. Pour revenir en arrière sur le calcul des échantillons, vous l'avez vu avec mon collègue. Il vous a donné 2 formules. Et dans chaque formule, il y a les éléments qui prennent compte de la formule. Il suffit d'avoir la population mère de votre zone d'étude et de remplir par rapport à cette formule. Niveau de confiance, marge d'erreur, vous avez ces éléments. Vous calculez et vous avez votre population d'études. Nous allons nous voir la semaine prochaine. Bon week-end. Et à la prochaine.